Salut tout le monde, 16h47, Radio Château avec un petit peu d'avance parce que tout à l'heure j'ai rendez-vous sur les coups de 18h et il faut que je me prépare. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un truc soft, ça s'appelle Drops de Jungle. Jungle, c'est un truc cool à aller voir en concert. Je les avais vus pour la première fois, je crois que c'était à Coachella il y a quelques années, c'était assez sympa. Et la raison pour laquelle je vous mets un truc sympa, cool, soft, en fait, la réalité, c'est parce qu'en fait, je suis saoulé. Je suis vraiment saoulé. Je crois que ça a commencé avec mon fil Twitter, tout ça. Alors, j'ai Steve Morin, un bon copain qui va chez Zenly, qui m'a dit « Mais Jean, mais calme-toi ». Il a peut-être raison, il faudrait que je me calme. Mais en fait, en regardant mon fil Twitter qui est bourré d'Américains VC et d'entrepreneurs américains, en fait, je suis choqué, mais choqué par le manque d'authenticité, le côté fake, le côté totalement dénué d'humanisme, quoi. Et ça, en fait, ça me rend dingue parce que c'est là, ça donne des leçons, ça fait genre tout va bien, ça fait des blagues, ça fait des gifs, ça fait une tonne de choses. Mais en réalité, est-ce que ça back vraiment des gens et est-ce que ça fait est-ce que le venture capital, il y a un aspect, les investisseurs vont dire ah mais nous dans le venture capital, ce qui compte avant tout, c'est les gens quoi, c'est le people. Mais en fait c'est des conneries. En fait c'est pas vrai. En fait si tu regardes un peu ce qu'ils te racontent, ne serait-ce que par exemple Sequoia, la spécialité de Sequoia c'est de virer les CEO des boîtes pour rajouter des gens à leur place qui vont essayer de faire le job différemment. Si tu regardes chez Docker, ils ont changé le CEO genre 2 ou 3 fois, ça a été des carnages parce qu'ils ont une incapacité notoire dans ces boards à se rendre compte quelle est la vraie motivation d'un CEO à aller prendre son job et à aller faire le job correctement. Et donc cette hypocrisie en fait m'a gonflé. Et en fait mon feed Twitter qui avant pré-crise était une mine d'informations riche, solide, intéressante, et ben s'est transformé en espèce d'énorme blague hypocrite américaine qui me gonfle. Et donc voilà. Alors il y a quelques semaines, j'avais décidé de mettre Twitter sur le deuxième écran de mon téléphone. Et puis je l'ai remis sur le premier écran. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder le fil Twitter de plus en plus. Et en fait, ça m'a ressoulé. Donc voilà. Donc j'ai pris Twitter et je l'ai remis sur le deuxième fil. Et alors le truc qui m'a mis en rogne encore plus, c'est le post de Marc Andreessen. Alors Marc Andreessen, c'est qui ? C'est d'abord et avant tout quand même un brillant entrepreneur qui avait créé Netscape, qui était le premier navigateur littéralement grand public d'Internet, avant même Internet Explorer. Et il a monté en 2008-2009, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais il n'y a pas si longtemps que ça finalement,
Andreessen Horowitz, A16Z, qui est un fonds venture américain qui pèse plusieurs milliards, qui a investi dans des boîtes comme Airbnb, comme Facebook Co., qui a investi aussi dans des boîtes qui ont fait des fours, comme Zenefits, qui était un carnage aux États-Unis, comme ils ont dû investir dans une ou deux boîtes de scooters, je ne sais pas si c'est Lime, je ne sais pas si c'est Bird, mais dans l'un ou l'autre cas, c'est pareil, c'est des boîtes qui courent derrière la croissance et qui brûlent à tout prix. Et donc, voilà, Et en fait, il a écrit un post, Marc, donc il n'écrit pas beaucoup, mais il a écrit un post il y a quelques jours, où il nous raconte qu'en fait, le monde a échoué, quoi. Donc le monde des investisseurs, le monde des entrepreneurs, le monde politique a échoué, et en fait il faut créer le futur des besoins fondamentaux que sont le logement, la nourriture, le transport, l'éducation, la santé, et donc que tout le monde a échoué à cette mission. Et il y a juste une toute petite phrase dans son post qui dit "We have failed you", nous avons échoué, nous vous avons échoué, quoi. On vous a pas servi comme on aurait dû. Et je trouve que ce post tombe comme un cheveu sur la soupe. Et à côté de ça, en fait, il y a un cheveu sur la soupe, il est dégueulasse, mais il nous donne pas la fourchette pour enlever le cheveu sur la soupe. Et donc sa soupe, elle va rester dégueulasse. Et donc il est sympa, il nous fait une espèce de... C'est même pas une leçon de morale. C'est genre, je suis une figure d'autorité, je vous raconte de quoi devrait faire le futur. Et je vous dis avec une phrase que je me suis gouré, mais je m'arrête là, quoi. Mais ça va, mon vieux, si tu pour nous balancer des généralités comme ça, je sais pas, au moins fais la première proposition, quoi. Lance le débat, fais quelque chose. Et en pire que ça, non seulement il lance pas le débat, mais en plus il dit dans son post que ce post va certainement être sujet à critique. Bah ouais, espèce d'enfoiré, c'est facile de balancer des trucs comme ça et de dire en plus je vous dis que ça va être sujet à critique. Bah évidemment, balancer des choses aussi basiques que ah bah oui, il faut builder, construire le futur de la société, bah merci, quoi. Et donc ça m'a gonflé parce que je me suis retrouvé avec tous ces VC sur Twitter qui étaient là, qui retweetaient le post de Marc Andreessen en disant ah mais vraiment c'est génial ce qu'il a dit. Alors Marc, il écrit pas beaucoup, mais quand il écrit c'est très intelligent. Ah bah merci, ah bah ça a changé la face du monde. Le mec, il a un cerveau, il a un QI de 250 et il n'est pas capable de nous accompagner à bâtir le futur de la société. Par contre, il sait écrire un post. Eh bah super, quoi. Et on le félicite et en plus tout le monde l'applaudit. Mais les gars, sérieux, quoi. Réveillez-vous, je sais pas, bougez-vous le cul, faites quelque chose. Arrêtez de vous palucher devant un mec qui a fait un post avec quatre paragraphes. Et bien sûr que c'est sujet de la critique. Évidemment que c'est sujet de la critique. Le mec, il a fait de la merde pendant 10 ans avec son fonds en expliquant qu'il allait faire le futur du venture et il a fait même pas le futur. Les mecs ont régressé. Donc ça me saoule. Ça me saoule. Bref. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour me calmer, je vais répondre à vos questions pour débuter. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Alors, quelqu'un d'anonyme. Bon, déjà, je vais vous dire bonjour à tous parce que vous êtes là. Donc, il y a Steve qui est là. Salut, Steve. Il y a FD Kello. Salut. Il y a Tsedi. Il y a Estelle B. Il y a Pierco. Il y a GD. Il y a Clémentine. Ma chère Clémentine, comment ça va? Je te promets, la prochaine réponse à ton WhatsApp ne sera pas ha 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 avec un smiley. Eric Tartanson. Métronomax. C'est pas mal ça comme pseudo, Métronomax. Valentine. Lucas BFS, Albanito, Baby VC, Elodev, Louis Cibo, Jalard, Coccinelle, Nico, Miel Pops, quel super pseudo ça aussi. Il ne manque plus que Trésor et Chocapic et puis la team sera au complète. Naos et tout le monde. Et bah salut à tous, Marion, Martin, Inserto, FRS RAM et Babtou Abil qui nous dit très bon live hier avec les US. Écoute, c'était sympa d'avoir nos amis Carlos et Ilan qui sont deux personnes que j'affectionne beaucoup, qui je pense devraient être des investisseurs un peu plus actifs et reconnus aux États-Unis. Et donc j'aimerais bien moi qu'ils lancent un fonds, nos deux amis là. Et on a eu le droit au petit bug de Carlos. Au moment où il était en train de trasher sur Blablacar. C'est dommage, on n'a pas eu le trash complet. Mais bon, écoutez, c'était gratuit et ça nous a apporté un peu de fun. Alors, quelqu'un d'anonyme me demande comment je gère dans mon screening de boîte mes billets, que ce soit des billets raciales ou sociales.
Et est-ce que j'ai raté des boîtes à cause de ça? Alors, c'est une bonne question. Donc moi, j'ai peu de billets, honnêtement. J'ai peu de billets, ratios sociaux. Je regarde pas quelles écoles ont fait les gens, s'ils sont blancs, noirs, jaunes, bleus, verts, violets, s'ils sont petits, s'ils sont grands, s'ils sont minces, s'ils sont gros. Bref, s'ils sont blonds, s'ils sont bruns, ça m'est complètement égal. Je regarde d'abord le texte, d'abord la manière dont les gens s'expriment, et ça commence par là. Donc, ce que j'invite les gens à faire quand ils nous contactent chez Kima Ventures, quand ils contactent un investisseur, c'est d'abord un peu faire leur devoir sur qui est la personne. Parce que on est tous sensibles à des styles différents. Et donc, plus tu arrives à t'adapter à ton interlocuteur et plus tu as de chances que la réponse soit dans ton sens. Et donc, il faut que les gens fassent attention à ça. Et j'ai pas raté de deal à cause de ça. Voilà. Mes seuls billets, c'est pas des billets ratios sociaux. C'est des billets de conneries. Moi, j'aime pas les cons, j'aime pas les enflures, j'aime pas les gens méchants ou qui envoient de mauvaises vibes. Et j'ai raté quelques deals comme ça, parce que des enflures, il y en a. Genre, qui aurait envie de financer Travis Kalanick chez Uber? Si t'es un VC un peu sérieux, tu finances pas un enfoiré comme ça. Genre, ça se fait pas. C'est n'importe quoi. Voilà. Et pareil pour le mec de WeWork et tout. Comme quoi, on peut être un investisseur hyper fort, type benchmark, et juste parce que on sait qu'on va avoir raison de financer un enfoiré, on va financer un enfoiré. Et ben voilà. Bon bah écoutez, en même temps que le coup de gueule sur Marc Andreessen, qui nous fait un post d'un générique, on dirait Emmanuel Macron pendant son allocution de la dernière fois. Et bah c'est pareil, Sequoia ils virent les CIO et Benchmark ils investissent dans quelques enflures de temps en temps. Et bah ça arrive, voilà, comme quoi on fait tous des bêtises et moi aussi. Donc, continuons. Coucou la team Château, nous dit Martin. Salut Martin. Et quelqu'un d'anonyme nous demande s'il y a quelqu'un du bâtiment dans le chat. Alors, cet anonyme cherche un maçon, un plombier et un menuisier parce que les gens qui étaient en train de faire sa baraque sont partis. Du coup, il dort dans sa bagnole et c'est problématique. Non, sérieux, pourquoi cherches-tu quelqu'un des bâtiments dans ce chat? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, cher anonyme? Vas-y, balance des questions, quoi. Alors, une autre personne anonyme me demande de partager ma playlist. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire en live sur le chat right now. Elle est là. Partagez, copiez le lien de la playlist. Allez sur le chat, clac. Et là, alors je suis en anonyme, hein, donc je vais vous faire ça en anonyme. Alors, attendez. Alors, je suis en... Hop là. Et voilà. Et je vous l'envoie. La voilà. Bim. Cadeau. Alors, hop, maintenant il faut que je revienne sur le chat et que je réponde à vos questions. Bien. Redescendons tout ça. Il y a Marion qui me demande de respirer un coup. Jean, ça va aller. Ouais, il faut que je me calme. Je suis très remonté. En fait, ce qui se passe, c'est que hier, il faisait un sale temps. Et aujourd'hui aussi. Et donc, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et donc, quand je me remets à bosser, à tacler les trucs, et ben, je reprends du poil de la bête. Et quand je repoil de la bête, je suis d'humeur à mettre quelques taquets. Voilà. Donc, du coup, c'est le bonjour. Vous êtes tombé. La dernière fois, j'ai mis un taquet au VC. Et ben là aussi, c'est gratos. Et en plus, je fais ça aux Américains en français. Ils comprennent rien. Tout va bien. On pourra peut-être leur faire le transcript, un de ces quatre. Alors, le marché des services au small business va exploser post-corona, nous dit Lilou. Écoute, c'est possible, mais le marché des services au small business, la problématique que tu as là-dedans, c'est que souvent, il faut créer des produits qui, en termes de back-end, de capacité sont très puissants, en termes d'interface sont très simples, donc ça demande un peu d'effort quand même à bâtir. Et derrière, l'équilibre de vente est pas évident parce que les small business, ils dépensent pas beaucoup d'argent. Il faut trouver des canaux d'acquisition qui scale, ou alors avoir des équipes de vente un peu comme même un Doctolib, tu vois. Un Doctolib, s'il avait vendu sa solution 30 balles au médecin, il n'aurait pas gagné d'argent. Donc il était obligé de la vendre cher. C'est le seul moyen d'avoir un équilibre économique viable sur du small business, ou alors d'avoir des canaux d'acquisition où le funnel se remplit à mesure que les gens cliquent sur tes bannières, sur Facebook, sur Insta, etc. C'est vraiment ça qui est difficile en small business, c'est trouver l'équilibre économique dans la manière dont tu fais les sales.
Startup Nation, 2LR, on avait parlé affiliation au début du confinement. Alors attends, Startup Nation, je t'arrête tout de suite. Moi, je parle pas d'affiliation. L'affiliation, je déteste ça. Ça me gonfle, tu peux pas savoir. C'est comme la tech ou le hardware consumer. C'est affreux, quoi. Mais bon, je vais quand même écouter ta question. Tu as lancé un side project là-dessus et tu as fait rentrer les premiers euros hier. Et bah c'est bien. Bah, tu sais ce que tu vas faire, Startup Nation. Tu vas continuer ton affiliation. Tu vas faire des thunes. Et après, tu vas lancer un truc qui fait du sens. Voilà. Tous les gens que je connais qui ont fait de l'affiliation, à un moment donné, ont compris que juste faire du cash, bah, ça rendait pas heureux. Et donc, ils se sont lancés sur des business un petit peu plus sympa, quoi. Voilà, humaniste. Quelqu'un d'anonyme me demande ce que je pense de Margot Bank. Alors, moi, je pense rien de Margot Bank, je pense beaucoup de Jean-Daniel Guillot, surtout, qui est le fondateur de Margot Bank et le CEO, que j'ai connu à l'époque où il avait monté Capitaine Train, qui est un entrepreneur d'exception, qui exécute très bien, qui est très juste, qui est très cartésien, documenté, rationnel, etc. Et voilà. Et après, sur Margot, écoute, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé avec Jean-Daniel de ses plans et où il en est. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Comment? Il n'y a plus de batterie. Ah, il n'y a plus de batterie, donc il faut le charger. Mais sauf que, tiens, regarde, voilà le câble, le power bank, toc, il est chargé. Tu prends le câble, tu demandes à maman et ensuite tu peux charger sur ton iPad. Voilà, vous avez eu le droit à un chargeur d'iPad en live. Alors, du coup, sur Margot Bank, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Jean-Daniel. Mais Jean-Daniel est un mec d'exception et en fait, quand tu mises sur Jean-Daniel, je te dis pas que tu regardes pas le projet, mais Jean-Daniel, c'est pas quelqu'un qui fait dans le faux, c'est pas quelqu'un qui fait dans le visionnaire délirant, il n'est pas dans l'illusion Jean-Daniel, il est dans l'exécution et donc c'est toujours quelqu'un bon à financer, quoi qu'il arrive. Miel Pops nous demande ce qu'on pense des plateformes qui permettent aux entreprises de réaliser des économies d'échelle en regroupant les commandes. En fait, tu me parles de commandes groupées, quoi. Écoute, commandes groupées pour les entreprises, mais c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas le rôle des grossistes, finalement, c'est d'acheter en bulk, en gros, et ensuite de revendre avec une marge à d'autres boîtes, mais à des marges qui sont suffisamment intéressantes pour que de toute manière la boîte n'ait pas un intérêt à acheter toute seule. Donc finalement, l'achat groupé, c'est ni plus ni moins qu'un marché, qu'un métier de grossiste dit différemment, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un d'anonyme nous demande c'est quoi les meilleurs fonds fintech en seed? Alors, nous, on a fait beaucoup de seed chez Kima et on aime ça. Et donc, je pense qu'on n'est plutôt pas trop mauvais là-dessus. Qui est en seed? Alors après, les deux fonds que je pense, donc il y en a un qui fait pas de seed, c'est Blackfin. Et de toute manière, c'est pas trop faire du venture. C'est plutôt des gens qui font du growth. En venture, ils n'ont pas ils n'ont pas le mindset pour faire ça bien. On n'a eu que des pépins. Et après, il y a Briga qui fait beaucoup de fintech. Mais là aussi, on s'est mis sur la gueule il n'y a pas longtemps. Donc, je vais pas non plus te dire vas-y, fonce, vas-y. Mais n'empêche, voilà quoi, Crédit Agricole est leur investisseur principal et leur mandat, c'est de faire des fintech. Donc, faut pas hésiter à aller les voir. Qui d'autre? Et après, tout le monde fait un peu de fintech. La fintech, c'est cool. Tout le monde a envie d'en faire. Tous ceux qui font du site font de la fintech, en gros, parce que la fintech, il y a plein d'opportunités. Donc voilà, regarde. En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends tous les deals qui sont sortis, tu regardes tous les fonds qui ont investi, tu verras, il y a tout le monde. Ça va de Isaïe à 360 en passant par Idinvest et je sais pas qui, quoi. Tout le monde a fait de la fintech. J'ai parlé de l'article d'Andreessen hier, nous dit quelqu'un d'anonyme. Est-ce que ça va changer ta thèse? Il a raison. Comment ça se fait que les vrais problèmes ne soient pas attaqués pour les startups? Comment ça se fait que je mette toujours 1 heure à me garer? Comment ça se fait que je ne puisse pas avoir un device qui me fasse mon check-up médical en 2020?
il faut financer ce genre de produit et pas financer la prochaine application de groupe chat. Alors, cher Anonyme, oui, tu as raison sur le fond. Évidemment qu'il faut financer le futur de manière utile et bienveillante. Maintenant, Marc Andreessen, c'est un putain d'hypocrite parce que ça fait 10 ans qu'il finance de la merde et qu'il nous dit qu'il va financer le futur. Quand tu finances des bitcoins, tu finances pas le futur, ok? Tu finances quelque chose qui va être le futur un jour, mais tu finances pas le futur. La difficulté, c'est qu'il faudrait financer des besoins actuels. Et pour ça, ça se fait pas tout seul. Et donc là où je le rejoins sur son point, c'est que ça se fait pas tout seul. Il faut que les entrepreneurs s'y mettent, que les investisseurs s'y mettent, que les gouvernements s'y mettent. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est un effort commun. Moi, ma thèse, elle a pas changé. Moi, je finance des gens qui ont un impact et je finance d'abord des gens que je respecte et qui font des choses bien. Un mec comme Antoine Martin, alors oui, Zenly, ça permet de localiser les proches. Ça te fait pas ton check-up médical en 2020, mais c'est un mec incroyable. Bah, je préfère financer un mec incroyable qui fait ça plutôt qu'une enflure qui passe dans le coin, dans le quartier. La dernière boîte auquel je pense, que j'aime beaucoup, avec qui on est proche, c'est Nabla. Voilà, bah, regardez, nabla.com. C'est justement le check-up médical dont tu parles dans ta poche. Et je peux dire que ce deal-là, je l'envoie à Andreessen Horowitz demain. Alors, s'ils connaissent Alexandre, peut-être qu'ils le financent. Bon, ok, peut-être. Mais ce serait pas Alexandre. Je leur envoie à Andreessen Horowitz, je suis même pas sûr qu'ils regardent. Alors qu'ils nous sortent un post 3 jours avant en disant qu'il faut financer le futur de la médecine. Non, il est hyper hypocrite, le poste d'Andreessen. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'Andreessen Horowitz va faire dans les 12 mois, quoi. Il faut scruter chaque deal qu'ils vont faire et on va voir si ça s'inscrit dans cette thèse ou si c'était du flan. Si ça s'inscrit dans cette thèse, on pourra applaudir cet article dans un an. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif vu ce qui s'est passé les 10 dernières années dans la manière dont ils ont fait du venture. Voilà, c'est facile de se palucher sur des prophéties de cet acabit. Moi aussi, je peux dire qu'il faut financer des choses qui sont utiles pour l'humanité. Bah, super. Voilà. Ok. Bah, merci. Merci pour la contribution. Grâce à toi, le monde est sauvé. Bah, en fait, non, pas du tout. En fait, maintenant, il faut faire le job. Et voilà. Et tu vois, regarde des boîtes comme Jour. Tu vois, Jour.com, on parle de happiness therapy, nous dit Joy. Et bah, exactement. Bah, tu vois, on a financé Jour, j'adore. Il y a une boîte que j'adore, c'est Wave, un garçon qui s'appelle Adrien Falcon, qui est un ancien de chez Deliveroo, qui lui coach des professionnels et il aide ces professionnels à s'accomplir dans leur vie professionnelle et c'est hyper important et ça change le monde d'aider les gens à s'accomplir. Et donc oui, nous chez Kima, on finance des gens qui veulent changer le monde. Tu vois, regarde, Contraline, je viens de signer le tour de financement aujourd'hui. Je viens de signer la doc d'une boîte qu'on a financée, nous, il y a 4 ans, hein, quand personne voulait baquer cette boîte-là, Contraline, qui fait de la contraception pour les hommes. C'est de la vasectomie réversible. Ils injectent un gel dans ce qu'ils appellent les vases déférents, qui font que les mecs shootent à blanc, quoi. Et après, avec des ultrasons, en attendant 2 à 3 ans, le gel se dissout et voilà, et les hommes peuvent être encore des animaux de procréation utiles, quoi. Bref, mais tout ça pour dire que cette boîte-là, elle est importante pour l'humanité parce que elle permet d'avoir quelque chose de non invasif et de non intrusif et qui dérègle pas tous les hormones et foire pas tout dans le système des hommes et donc qui permet aux femmes d'arrêter de se poser la question de comment je vais faire pour en termes de contraception, quoi. Des boîtes comme ça chez Kima, on en a plein, voilà. Puis après on a des trucs je vais pas te dire qu'on a des trucs qui servent à rien, mais oui, on a des trucs qui sont moins game changing. Mais il faut tout pour faire un monde. Elle était facile celle-là aussi. Voilà. Il m'a gonflé, Andreessen, hier. Il m'a gonflé. En 2016, tu disais que pour 1500 demandes de levée, il y avait 10 retenues environ. Est-ce que cette stat est toujours actuelle ? Écoute, cher Anonyme, je ne sais pas si elle est actuelle. Je peux dire qu'on va passer 200 deals par semaine et qu'on en finance 2 sur les 200. À peu près. En fait, quand le marché est assez abondant en capital, il y a beaucoup de deals financés, mais il y a beaucoup de deals qui sortent aussi. La valeur absolue augmente beaucoup. Est-ce que la valeur proportionnelle augmente ? Je suis pas sûr. Et puis après, c'est facile de dire qu'on a un deal sur 100 qui est retenu.
Parce que si sur les 99 deals, tu as 50 touristes, en fait, ça veut dire que c'est plutôt 2 deals sur 100 et pas un deal sur 100. Et puis sur les 50 qui restent, si tu as 25 boîtes qui sont pas des boîtes venture friendly, mais en fait, tu n'en as que 25. Si ça se trouve, la stat, c'est 1 sur 25, je sais pas. Mais c'est facile de faire des stats, en fait. On prend des choux, on les mélange avec les carottes et on en extrait des pommes, quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Donc, il faut pas que tu t'arrêtes à cette stat que je te disais, même si elle est comment dire, elle est pas juste, mais c'est à peu près ce qui se passe dans un fonds classique. On reçoit 1000 à 2000 deals et on fait 10 deals par an. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas une statistique qui est stricte et qui est parfaitement respectée. Les boîtes exceptionnelles restent exceptionnelles et rentrent dans un jeu de statistiques d'exception qui est fait de beaucoup moins que 2000 deals par an en fait. Alors, chez Kima, on aime les startups. Intelligence artificielle, nous dit quelqu'un d'anonyme. Ou est-ce que c'est trop deep tech pour vous? Mais nous, on adore la deep tech chez Kima. Alexis, qui bosse avec moi, que je vais recevoir en live vendredi. C'est une machine en tech, il est incroyable. Et c'est lui qui valide toutes ces boîtes-là. Et en fait, on adore les sujets deep tech. Voilà. Après, il y a des sujets deep tech qui sont très capital intensive, dans lesquels on n'a pas d'intérêt à se positionner parce qu'en fait, on ne sert à rien avec notre ticket de 150 000. Nous, on cherche plutôt des deals deep tech, mais pas trop profond non plus, quoi, parce que on veut bien financer le futur, mais on n'est pas futurologue, donc on ne finance pas les illusions. Il faut qu'on ait quand même une vue assez claire de là où ça va dans les mois et dans les années à venir, parce que dans le venture, je vous rappelle que ce qui est important, c'est le time to market. Si vous êtes trop en avance sur le marché, bah, ça va pas fonctionner et en fait quelqu'un d'autre va venir prendre votre place mais plus tard. Et si vous êtes trop tard sur le marché, il y a déjà des acteurs très 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 installés et donc les efforts à déployer pour faire une place sur le marché sont très 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 importants et demandent une singularité, une justesse, un angle assez particulier. Donc voilà. Samy me demande quand est-ce que j'écris mon post sur groupe chat et l'audio. Écoute, je sais pas encore. Déjà, je vous invite à écouter le live d'il y a 2 jours, de dimanche, sur lequel je parlais des groupes chat et de l'audio. En fait, au sens large, je pense que tout ce qui est messaging est en train d'être complètement repensé, transformé. C'est possible notamment avec la tech qui permet de faire de la vidéo, de l'audio haute définition de manière beaucoup plus fiable qu'il y a quelques années. Ça va être encore plus vrai avec la 5G. La 5G, ça ne va pas fondamentalement changer probablement la capacité à faire des choses en meilleure résolution. Mais j'espère que ça va aider à ce qu'on n'ait plus de bugs quand on appelle quelqu'un sur Google Hangout ou sur Zoom, quoi. Et d'ailleurs, ça marche quand même très bien la 4G. Hein, donc voilà. Et donc voilà, je pense que le messaging est en train de bouger. Parce qu'on est en train de créer des ponts bien plus intelligents entre les différents médiums, entre l'audio, la vidéo, le texte. Et si on arrive à créer des ponts qui permettent à l'audio de se retranscrire en texte de manière synthétique ou au texte de sortir en audio de manière fluide, et bah, tout d'un coup, on crée une ubiquité non pas seulement entre les devices et entre les modes de consommation, mais aussi entre les médiums de réception et d'émission de l'information, quoi. Bref, je vais vous saouler avec ça, c'est pas le moment, mais je vous avoue que c'est un sujet qui me passionne. Alors, est-ce que Val me demande, est-ce qu'on peut parler des exits rachat versus IPO? C'est une bonne question. Alors d'abord, l'IPO, c'est ce qu'on appelle, c'est l'exit du riche, hein. C'est l'exit de celui qui a réussi à faire une boîte rentable, qui se suffit à elle-même, qui est en croissance et qui est d'accord en plus pour se mettre sur le marché. Tu vois, si Free, c'est une boîte qui est sur le marché. C'est cool, hein, parce que ça permet de mettre en place des moyens de financement, de dette, etc., qui sont pratiques, qui sont souscrits en direct sur le marché. Ça force les boîtes à être accountable à tous les trimestres, tous les semestres, à publier des résultats. Donc c'est bon, c'est un peu comme un enfant qui t'aurait montré ses notes. Bon, bah, le marché, c'est bien pour ça, quoi. Mais en même temps, c'est une contrainte d'être sur le marché. Et les boîtes, elles ont aussi envie de rester privées parfois. Donc, il y a plusieurs options. Il n'y a pas que l'IPO ou la revente. Il y a aussi la possibilité pour certaines boîtes qui n'ont pas réussi à trouver le chemin du venture classique à faire des MBO, c'est-à-dire des managers qui vont s'endetter parce que leur boîte est rentable pour racheter leurs investisseurs et reprendre la main sur la boîte. Et puis, il y a des boîtes aussi qui vont tout simplement verser du dividende
Moi, ce que j'aime dans le principe de l'IPO, c'est ce principe de responsabilité où les gens communiquent de manière régulière des chiffres qui sont censés être fiables et qui sont basés sur un framework structuré. Je pense qu'il faudrait forcer les boîtes qui ont levé un certain montant en venture à publier leurs chiffres, ou en tout cas à les publier à une autorité qui ferait attention que les ratios sont bien respectés. Parce que quand on voit les dérives d'un Uber, d'un WeWork et d'un Lyft, c'est absolument honteux et ça ne devrait pas exister. Il faudrait que, même si ça touche peut-être à la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent, t'as pas la liberté d'embaucher des gens, d'avoir une boîte qui crame un fric pas possible, et de mettre le boulot de ces gens et leur santé mentale en danger en devant les licencier quelques années après par tranche de 100, 1000 ou je sais pas combien, quoi. Et donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc IPO c'est cool quand tu fais du cash, quand tu es en croissance et quand tu es d'accord pour rendre des comptes tous les trimestres ou tous les semestres. Le rachat, c'est une option qui te libère aussi, hein, parce que ça veut dire que tu prends du cash, tu cèdes ta boîte et puis tu peux aller faire autre chose. Je ne sais pas si tous les entrepreneurs ont envie de rester bloqués sur leur boîte pendant des dizaines d'années. Il y en a qui ont besoin de changer d'air, de faire autre chose, de descendre en pression, donc c'est bien aussi. Nous, ce qu'on dit et ce qu'on aime bien dire aux entrepreneurs, et je me rappelle un jour quand Jean-Daniel Guillot donc de Capitaine Train, avait fait un email à Xavier en lui disant on a cette offre de rachat de Trendline, notre concurrent UK, qu'est-ce que je fais? Et Xavier lui a dit écoute, déjà avec cette offre tu fais gagner de l'argent à tous tes investisseurs, donc cette décision, d'une part elle t'appartient, il n'y a que toi qui peux décider, et d'autre part quelle que soit la décision que tu prends, ce sera la bonne. Et en fait ça veut dire assume cette décision, elle t'appartient. Et ce qui est important c'est surtout qu'elle soit juste avec ce que tu as envie de faire. Je pense que si il y a plein d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte et que ça a mis en déprime, genre le fondateur de Minecraft, lui il a pris 1 ou 2 milliards, le lendemain de la vente à Microsoft, il était au bout du roule. Et en réalité, parce qu'il n'avait pas besoin de vendre sa boîte, il n'aurait pas dû vendre sa boîte, parce qu'en fait c'était sa passion, c'était son bébé, c'était son truc, et il s'est laissé prendre par les sirènes du cash dont il n'a pas besoin, parce que comme disait Xavier, un entrepreneur la dernière fois, donc il y avait un entrepreneur qui était avec nous à déjeuner, et cet entrepreneur dit à Xavier mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça, 42, Station F, Kima, je sais pas, de l'immobilier, des trucs à droite, tout le temps des trucs, tu vois. Pourquoi tu es aussi actif? Et Xavier lui dit assez naturellement écoute, tu sais, une fois que tu as une maison, que tu payes des vacances et que tu as payé le resto, bon bah tu vois, il faut s'occuper ou faire des trucs, quoi. Donc bah moi j'ai pas de passion de milliardaire, tu vois, j'ai pas de yacht, donc comme j'ai pas de yacht, et bah du coup bah l'argent je le mets ailleurs, je fais des trucs, quoi. Et en fait c'est ça, c'est cette envie d'entreprendre qui est importante chez Xavier, cette envie de toujours faire des choses nouvelles et de rester alerte par rapport à ce qui se passe, et de pas s'endormir sur le business magnifique qu'il a monté dans les télécoms. Et donc chacun a ses motivations quand il entreprend, et ce qui est important c'est de rester droit par rapport à ses motivations. Donc rachat, IPO, peu importe, tant que c'est droit, tant que tu es droit dans tes bottes et avec ce que tu as profondément envie de faire et que ça te rend heureux. Alors, il y a quelqu'un qui me fait une bonne blague. Tes seuls billets sont les billets. Donc tes seuls billets B-I-A-I-S sont les billets B-I-2-L-E-T-S. Ça, c'est un bon calembour, dis donc. Salut de LR, comment faire quand ta boîte stagne? Faut te bouger le cul, mon vieux. Non, c'est pas sympa. Quand ta boîte elle stagne, il faut détecter pourquoi elle stagne. Il y a bien une raison. Donc, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est ton marché? Et une fois que tu as détecté ça, il faut bouger, quoi. Hein. Mais le piège de nos entrepreneurs chez Kima, et nous, ce qui nous angoisse, tu vois, c'est pas les gens qui échouent, c'est ce qu'on appelle les Walking Dead. C'est ceux qui ont l'impression qu'ils sont vivants alors qu'ils sont déjà morts, quoi. Et qui vont rester en vie pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans à coup de subvention, ou parce qu'ils brûlent très peu d'argent, ou parce qu'ils arrivent à lever, alors qu'en réalité, ils ont arrêté d'apprendre et ils auraient dû faire autre chose. Et ça, je peux vous dire que c'est une angoisse terrible, parce que c'est des gens qui sont pas recyclables après, qu'on peut plus renvoyer dans les boîtes, parce qu'en fait ils ont vécu avec l'inertie pendant des mois ou des années, et donc ils sont difficilement recyclables. Donc déjà tu te rends compte que ta boîte elle stagne, ce que je trouve
ce que je trouve bien. C'est une bonne première réalisation. Maintenant que tu sais qu'elle stagne, il faut que tu, comme toujours, hein, ce qui est important, c'est de trouver la cause, quoi. De trouver la route cause. Donc, où est-ce que c'est, d'où ça vient, et ensuite, il faut que tu traites le problème par la cause, et tu verras, je te dis pas que ça se règle tout seul, mais on trouve toujours des solutions aux problèmes si on va vraiment chercher là où ils sont pour de vrai, sans se voiler la face. Je peux pas te donner des boîtes qui ont stagné pendant longtemps avant de décoller. En fait, les boîtes ne stagnent pas. Il y a des boîtes qui ont du mal à trouver leur product market fit. Il y a des boîtes qui ont du mal à décoller, mais qui continuent de chercher et qui à un moment donné trouvent la voie, ou à un moment donné atteignent une taille critique. Mais il n'y a pas de boîte qui stagne et qui marche d'un coup. Ce qui est arrivé à Snap, qui pendant 6 mois n'a pas mis à jour son application et tout d'un coup ça a explosé, c'est une exception, c'est pas la réalité, et ça n'arrive pas aux vraies boîtes. Donc il faut surtout pas regarder ces exemples-là, parce que c'est des exemples qui sont des exceptions et qui ne sont pas des règles ou des modèles à suivre. Il faut faire super attention. Rocket nous remercie pour le live d'hier. Eh bien, Rocket, ça nous a fait plaisir. Voilà. Hello Jean, je veux pas te relancer. Vas-y quand même. Mais est-ce que tu penses qu'il y a de l'hypocrisie dans l'entrepreneuriat en France, et comment l'éviter? Waouh, ça c'est une sacrée question, cher anonyme. Écoute, de l'hypocrisie, on a partout. D'abord, l'hypocrisie, elle naît du fait qu'on peut pas tout dire tout le temps. Et donc, on vit dans un demi-mensonge permanent, quel que soit le sujet qu'on attaque. Et ça nourrit l'hypocrisie générale. Deux, le monde des startups et de l'entrepreneuriat, c'est un monde où en fait tu perds de l'argent et tu échoues avant de réussir. Et si tu mets trop en avant ton échec, tes pertes, le fait que tu brûles, que ça va pas, que tu cherches, tu crées pas de self-fulfilling prophecy, cette fameuse prophétie autoréalisatrice qui fait que certaines boîtes finissent par marcher. Et donc, c'est cette course vers la prophétie autoréalisatrice qui crée cette hypocrisie. Elle peut être malsaine, elle peut être malhabile, mais malheureusement, elle sera toujours là et elle est un petit peu nécessaire. L'hypocrisie fait partie du venture et fait partie de l'entrepreneuriat, quoi qu'on en dise. Alors après, vous allez rencontrer des entrepreneurs. Je vous donne un exemple. Lundi, je vais recevoir un mec que j'adore, qui s'appelle Louis Tortochot, qui est le meilleur boulanger de France. En tout cas, c'est ce que M6 a dit. Et Louis, il est basé à Dijon, et Louis, il est dans un métier où en fait, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu vois, le pain, tu le fais ou tu le fais pas, il est bon ou il est pas bon, fin de l'histoire, quoi. Et les hypocrites dans son métier, ils n'ont pas de place. Et il nous parlera de son mentor, d'un mec qui était un ancien boulanger et qui est maintenant l'un des plus gros équipementiers de course automobile du monde, je crois, qui est basé à Dijon aussi, et dont je me souviens pas le nom, mais qui lui aussi, tu vois, très direct, très franc, qui est pas dans l'hypocrisie. Et ces figures-là, on en a besoin parce qu'elles font du bien. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la politique. Avant que les réalisations se matérialisent, il faut les raconter. Et quand on les raconte, on est nécessairement un petit peu hypocrite. Voilà. 2LR, on peut pas te mettre à la programmation du JT, genre le JT de 13h n'est pas à 12h45, même si Jean-Pierre Pernaut est vénère, nous dit The Mask. Alors c'est vrai, normalement je commence à 17h, j'aurais pas dû commencer à 16h45, je fous un peu la merde, mais en même temps sur ce live, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Voilà. Et puis c'est pour voir si vous suivez un peu. Et globalement, vous suivez, vous êtes là, hein, donc ça fait plaisir. Alors... Quelqu'un d'anonyme nous dit quel pacte d'actionnaires pour les... Et dis-moi, Coccinelle, je t'ai vu râler là, faire le oh non quand j'ai mis ma playlist Spotify. Arrête de te moquer de ma playlist Spotify. Je suis très fier de ma playlist Spotify. Tout le monde l'adore. Quand je vais en week-end chez des copains et que je mets ma playlist Spotify, les gens ils applaudissent, ils sont contents, ils me la demandent. Il n'y a que toi qui râle. Bref, alors, quelqu'un d'anonyme, quel pacte d'actionnaires pour les Friends and Family en précide? Écoute, le truc le plus simple possible que ton avocat te fait, il faut pas se prendre la tête. Tu sais, les pactes d'actionnaires, c'est juste en cas de divorce, quoi. Et c'est surtout important pour... Alors, je suis désolé, ça a planté. Je sais pas si vous êtes encore là. On ne t'entend plus en Suisse et Brendan me dit on ne t'entend plus non plus. Merci pour le texto, Brendan. Du coup, est-ce que là vous m'entendez? Ah, ça y est, Thibaut me dit Louis Vigneault, ça remarche.
bim, ça y est, on est reparti. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis de retour et donc on est là, on est ensemble. Ça va me foutre un boxon, ça. Taro, il va falloir que tu me ressortes tous les extraits audio, que tu me les compiles dans un seul extrait si c'est possible, pour que je puisse le mettre dans le replay. Alors, recommençons, enfin plutôt continuons. Je ne sais pas où on en est. On en était au pack d'actionnaires. Donc, fais simple avec nos packs d'actionnaires. Jalard me demande quelles sont mes plus grosses déceptions d'investissement. J'en ai pas. Par contre, j'ai des déceptions dans la manière dont les investissements sont passés. Je pense que Save, par exemple, j'ai pas été le board member ou l'associé que j'aurais dû être. Et ça, c'est parce que j'étais en phase d'apprentissage, tu vois. Donc ça coûte, ça a de l'énergie, du temps et même de la richesse aux entrepreneurs que tu accompagnes. Donc, il faut faire attention à ça. Et voilà. Et après, j'ai pas de déception d'investissement en soi. Moi, je regrette pas beaucoup de choses, pour être honnête. Alors, est-ce que tu sais si Oussama a prévu de faire un live storm? Je ne sais pas, il faut lui demander. Envoyez-lui un tweet ou un message sur Insta. Je suis sûr qu'il sera ravi d'y répondre. Alors, Taro me dit ça se fait en automatique. Ouah, t'es fort, Taro. Du coup, je vais pouvoir récupérer tout le live en entier d'un coup. Ça, c'est cool. Alors, du poil de la blette, point d'interrogation. Bravo, Jean. C'est un bon calembour, ça, du poil de la blette. Est-ce que tu peux faire une dédicace à Bagus de la part de Billy? Oh yeah! Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Une vraie dédicace. Il faudrait que j'ai des samples pour faire des dédicaces qui tuent, quoi. Mais bon, écoute, Bagus, il y a Billy qui te fait une dédicace, qui t'embrasse, et voilà, kiff. Alors, est-ce qu'on investit à Barcelone? Oui, on investit partout dans le monde dès lors que les entrepreneurs sont francophones. Voilà, c'est la seule contrainte. Entrepreneur francophone de la tech. Impossible de donner son nom, Alexis, si tu n'as pas d'iPhone. Ma question, que penses-tu et investis-tu dans la voix, user interface, Alexa as marketplace for developers? Écoute, c'est un sujet compliqué. Reconnaissance vocale, Alexa et tout, je suis pas familier. J'aime pas ça et ça me gonfle, un peu comme le hardware en fait, pour être honnête. Tiens, 2LR, hier au JT, on disait que 90% des Français veulent partir en vacances en France. Donc tu disais que c'est mort, les mecs en ont marre d'être confinés et veulent bouger. Bah bien sûr que les gens ils veulent bouger. En même temps, moi aussi, je suis confiné à la campagne, j'ai de quoi marcher dehors, mais je me fais chier, j'ai envie de faire autre chose, quoi. C'est lourd. En fait, ce qui nous saoule, je sais pas si c'est d'être confiné ou si c'est le fait qu'on n'ait pas la liberté de faire ce qu'on veut. Dès lors que tu as la prospective de pouvoir faire exactement tout ce que tu veux, et bah en réalité, tu restes dans ton confort, quoi. Et donc là, c'est le fait d'avoir aucune prospective de pouvoir bouger qui est lourd. Est-ce qu'on parle de Clubhouse? Non, on parle pas de Clubhouse. Ça me gonfle, Clubhouse. C'est un truc. Donc Clubhouse, c'est quoi? En gros, c'est un animateur qui se met sur une room, tout le monde le rejoint pour écouter et il peut décider d'avoir des co-animateurs et donc lancer une discussion de groupe que les autres peuvent écouter. En fait, c'est une feature de Storm, globalement. Maintenant, aujourd'hui, ça se développe dans le microcosme des VC de la Silicon Valley. Voilà et voilà. Et je suis pas très fan de l'état d'esprit, de la manière dont se développe Clubhouse. C'est très bromance Silicon Valley style, quoi. Ce qui me gonfle un petit peu. En même temps, la Silicon Valley me gonfle en ce moment. Il me gonfle parce que on est en train de vivre l'Amérique dans son hypocrisie la plus visible, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de l'IA et du machine learning? Moi, j'en pense rien. Tous les moyens sont bons pour faire de belles choses tant que ça marche, hein. Est-ce que j'ai un avis sur Omini? Je ne sais pas ce que c'est Omini. Du coup, j'ai pas d'avis. J'utilise beaucoup de labels FinTech, EdTech, MarTech, RetailTech pour qualifier les startups. Et est-ce disqualifiant si on overlap plusieurs champs? Non, c'est pas disqualifiant, mais je suis curieux de voir ce que tu appelles par overlap sur plusieurs champs, parce que généralement, tu arrives quand même à être catégorisé pas dans un label comme celui-ci, mais tu arrives quand même à être concentré sur une chose en particulier, quoi. Si tu me dis,
je suis une fintech dans la tech, j'ai des doutes, quoi. Si tu me dis je suis une retail tech dans la tech, j'ai des doutes aussi. Il y a quand même un facteur dominant dans les boîtes, sur les secteurs dans lesquels elles sont. Alors, par rapport à ton live dimanche, me dit Thibaut, j'ai fait mes recherches et j'ai rien trouvé sur Geneva, sur l'App Store. Alors, Geneva, en fait, c'est faut aller sur app.genevachat.com sur le web, sur ton ordinateur, parce que l'app, elle n'est pas encore sur le store français, elle est que sur le store américain. Pour une early stage, nous demande Cyril D, quel est le meilleur moyen pour commencer à traquer sa cohorte? Ah bah, il n'y a pas de secret, mon ami, il faut que tu utilises Amplitude, tu plugs Amplitude sur ton produit et c'est le meilleur moyen de traquer ta cohorte d'usage de tes utilisateurs. Est-ce que tu penses à des apps qu'est-ce que je pense des apps consumer fashion? Moi, tu sais, la fashion, ce que j'en sais, j'achète des Air Jordan et des t-shirts Uniqlo, ce qui me vaut d'ailleurs les moqueries de Clémentine. Du coup, je vais pas trop te donner ni d'avis ni de conseils sur les apps consumer fashion. Je suis pas très fan. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait des Vinted & Co, mais c'est pas trop ma cam. J'ai regardé GroupMe aussi, nous dit Thibaut. Est-ce que ça marche vraiment cette app? Écoute, ça cartonne GroupMe alors que c'est vraiment mais affreux comme produit. Comme quoi, y a des besoins existants qui sont mal adressés et que personne n'a voulu réadresser d'une meilleure manière. Je trouve ça assez dingue. Je pense que c'est l'objectif et le rôle de Geneva là-dedans. Bab2 Habile, qu'est-ce qu'on pense des boîtes qui font passer le coût de leurs produits via des formations et les font payer par les OPCO? Oh, j'ai rien compris à ta phrase. Attends, je répète. Tu penses quoi des boîtes qui font passer le coût de leurs produits via des formations et les font payer par les OPCO? Alors les OPCO, j'imagine que c'est comme les DIF avant, c'est les trucs de formation. Écoute, je sais pas, les arnaques c'est jamais bon, quoi. Hein, ça, c'est limite, quoi. Faut peut-être pas déconner. Du coup, je pense que c'est mal. De LR, il existe de l'investissement VC sur le secteur de l'énergie? Point d'interrogation. Un petit peu, ouais. Nous, on a fait BIM Energy, on a fait Buffalo Grid, sans mauvais jeu de mots. Et il y a beaucoup de VC qui investissent dans l'énergie. Voilà. Et chez YC, ils avaient une boîte qui faisait de la fission ou de la fusion, ou l'un des deux, je sais plus c'est lequel, le truc du turfu là, nucléaire. Il y a quelques batchs. Donc ouais, l'énergie c'est un truc VC friendly, mais putain, ça demande du capital. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme la biotech. T'as 100 trucs qui se lancent, t'as 70 scams, 20 trucs qui vont pas marcher, 5 trucs qui servent à rien, 5 trucs qui servent et un mec qui va avoir du bol sur les 100, quoi. Donc c'est dur quand même. Est-ce que tu lis des livres sur l'innovation écrits par des chercheurs en management? Alors pas du tout. Tu me parles de Clayton Christensen, je ne sais pas qui c'est, ou de Roberto Verganti. Écoute, c'est peut-être une marque de pâtes, mais sinon je connais pas. Et si oui, est-ce utile pour être un bon VC? Écoute, pour être un bon VC, c'est une question difficile, ça. Pour être un bon VC, il faut avoir du cul un peu, ça c'est sûr. Pour être un bon VC, il faut voir le présent clairement, plus que le futur avec illusion. Pour être un bon VC, il faut savoir prendre du risque de manière inconsidérée sur des choses qui plus tard s'avéreront avoir été raisonnables. Donc en gros, un bon VC, c'est quelqu'un qui sait faire des choix singuliers, contre-intuitifs, en dehors du consensus, à un instant T, contre tout le monde, mais sur lesquels il arrive à rationaliser le fait que c'est brillant et évident à la fois, et qui lui montreront qu'il aura raison dans quelques années. Et après, tous les accidents au milieu, de réussite ou d'échec ne comptent pas. Il faut arriver à mettre le doigt sur ce que tu as compris, ce que tu avais fait de juste et pourquoi tu l'avais fait juste, quoi. C'est dur de dire ce qu'est un bon VC. Un bon VC, je dirais que c'est quelqu'un qui a de la chance et qui arrive à te raconter l'histoire de pourquoi il pense avoir du talent, quoi. C'était un tweet que j'avais vu de Dave McClure qui disait... Alors attendez, il est très bon ce tweet. Donc Dave McClure, il est où? Dave McClure, VC, et on va mettre Lucky. Et on devrait trouver le tweet. Alors, il dit
Ah, j'arrive pas à le retrouver ce tweet, mais en gros il dit les jeunes VC pensent qu'ils ont du talent alors que les vieux VC savent qu'ils ont eu de la chance, quoi. Et en gros il y a un peu de ça dans le venture, tu vois. Il faut pas se mentir. Il y a beaucoup de chance dans le venture. Je sais pas ce que fait un bon investisseur, mais il y a des traits de caractère communs, quoi. Faut aimer la compète parce que c'est un jeu de compète. Faut aimer être contrarian. Faut pas avoir peur d'appuyer des convictions quand les autres te disent que c'est stupide. Et puis en termes de time to market, faut pas se gourer, quoi. Mais après, on pourrait faire une liste de 20 attributs qui expliquent comment est-ce qu'on peut être un bon investisseur. Je pense que le plus simple, c'est quand même ceux qui sont spécialisés sur soit des marketplaces, soit du SaaS, les gens qui sont spécialisés sur des verticales données. C'est quand même des spécialistes. Ça veut dire qu'ils ont une vue sur toutes les boîtes de leur marché et donc ils sont censés avoir une clarté de vision sur leur marché qui est meilleur que les autres. Alors, mon avis sur le futur des API. Alors ça, je sais pas. Il faut que tu demandes à Nicolas Deboc chez Idinvest. Lui, il a un avis là-dessus. Mais surtout, on va demander à Alexis Robert, qui bosse avec moi, vendredi, en live à 17h. Est-ce que je vois une baisse de deal flow en ce moment en France ? Oui, beaucoup. Et tant mieux, ça veut dire que les gens ne sont pas complètement timbrés. En ce moment, on ne fait pas trop de nouveaux deals. On s'occupe surtout des boîtes en cours. Et la raison pour laquelle on ne fait pas trop de nouveaux deals, c'est parce qu'il y a une incertitude énorme, quoi. Donc du coup, avec toute cette incertitude, il faut faire attention. Est-ce que la période est propice à une première levée de fonds ? Écoute, si tu en as besoin, oui. Si tu n'en as pas besoin, il faut attendre. C'est pas très propice en ce moment pour lever de l'argent. Est-ce que dans mes boîtes, on peut parler du salaire des fondateurs en moyenne au fur et à mesure qu'elle lève de l'argent ? Écoute, le bon salaire pour un entrepreneur, c'est le salaire qui lui permet de vivre sans avoir une boule au ventre à la fin du mois, à condition évidemment qu'il gère son budget avec sérieux. Les entrepreneurs peuvent commencer avec des salaires, c'est souvent le cas chez nous, qui sont aux alentours de 45, 50, 60 K. Et ça monte à mesure que la boîte progresse et que en fait le salaire du fondateur par rapport à la masse salariale globale devient entre guillemets marginal, négligeable. Voilà, tout simplement. Que penses-tu du business model de 21 Buttons ? Je connais pas bien, j'en ai aucune idée, donc pas d'avis. Joker. Chris, we move. LedTech reste stable durant la crise. Est-ce qu'on a des pépites dans le portfolio ? Écoute, on a Open Classroom, on a Classroom, on a School Move, notamment, pour citer que ces trois-là. On a Lalilo et c'est des boîtes qui, a priori, se développent bien avec la crise, mais c'est pas non plus explosif, quoi. Tu vois, je vois Classroom, ça a explosé en termes d'usage. Mais c'est pas x10, tu vois, c'est juste beaucoup plus gros, mais c'est pas x10. Donc les taux de croissance sont forts dans la tech, mais ils sont pas exponentiels encore. Est-ce que Kima finance des deals au-dessus de 150 000 euros ? Non. Avec Kima, Louis, on met que des tickets de 100 à 150 000 euros. Est-ce que je pourrais parler de la différence de l'écosystème startup en France versus les roast beef et les Bosch ? Ça, c'est des bons résumés, ça. Alors, les roast beef, c'est les Anglais, les Bosch, c'est les Allemands. Écoute, les Allemands, c'est des gens qui semblent, de prime abord, beaucoup plus structurés. Sérieux et en réalité c'est assez dingue parce que dans le monde des startups il y a plus d'escrocs chez les Allemands que chez les Français et chez les roast beef, alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils soient beaucoup plus sérieux. J'ai pas trop d'avis sur les Bosch parce que, enfin sur les Allemands en fait je les connais pas bien, donc je peux pas te dire. Et concernant nos amis anglais, ils sont beaucoup plus proches que les Américains, c'est-à-dire que commercialement ils sont plus agressifs que les francophones. Voilà. Et c'est ça qui les différencie principalement et c'est ça qui fait qu'ils sont meilleurs. Est-ce que Iliad a déjà acheté des boîtes de Kima ? Nous demande Alexia. Écoute, je crois qu'ils ont récupéré des équipes de boîtes qui s'étaient plantées une ou deux fois, mais ça s'arrête là. Une anecdote sur le pire message sur le sujet du Covid que tu as reçu. Genre, on a trouvé un vaccin, merci de le financer. Écoute, des messages comme ça, cher anonyme, j'en reçois 3 par jour, j'en peux plus. Des gens qui me disent oui, alors on a eu une idée extraordinaire, là on a financé une boîte, ils vont faire un vaccin révolutionnaire, mais moi je suis Kima, t'es gentil, je fais les entrepreneurs francophones de la tech,
Je fais pas du vaccin Health-Tech Covid-19, je n'en ai aucune idée. Je m'étonne même que les gens nous contactent. J'ai des gens qui nous contactent et qui nous disent oui, alors qu'on sait que vous êtes des investisseurs audacieux, donc du coup on s'est dit qu'on allait vous contacter pour notre sujet fou à propos du Covid-19. Non mais on est peut-être audacieux, on est peut-être ambitieux, mais on n'est pas complètement loufoque, fêlé et on va pas tomber dans le premier scam qui arrive dans notre inbox, quoi. Faut pas déconner quand même. Et pourtant, je reçois 2 à 3 emails comme ça par jour, quoi. C'est assez dingue. Prochaine question. Est-ce que je trouve pas dommage qu'une boîte cotée ne touche rien sur les ventes, sur les actions, sur le marché secondaire? Écoute, j'ai pas d'avis sur le sujet. Pour être honnête, je m'en fous un peu. Quand tu t'es coté, tu connaissais la règle. Je vois pourquoi une boîte toucherait de l'argent. Elle bénéficie de la baisse ou de la hausse de son action qui est liée au marché secondaire. C'est comme ça que tu gagnes ou que tu perds de la capitalisation et que tu t'enrichis. Donc en fait, c'est là que se trouve finalement la commission sur les ventes et sur les achats. Est-ce que tu penses que tant qu'on n'a pas trouvé un product market fit explosif, il faut pivoter de manière radicale et régulière? C'est difficile comme question parce que le product market fit, il faut être sûr qu'on l'a bien éprouvé, quoi. Donc d'abord, c'est est-ce que tu as fait ce qui était en ton pouvoir pour éprouver ton product market fit? Et si oui, il faut effectivement pivoter de manière radicale et régulière. En fait, c'est la théorie de la grenouille dans l'eau chaude. Si tu mets une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter direct. Si tu mets une grenouille dans de l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau, elle va crever. Bah, c'est exactement pareil. Si tu fais que des petits choix trop itératifs et qu'il n'y a pas assez d'angle dans les choix que tu fais, malheureusement, tu risques de t'endormir ou de ne pas voir la vérité parce que tu vas avoir du mal à extraire les learnings de tes différentes itérations. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on privilégie et qu'on invite nos entrepreneurs à faire des choix un tout petit peu plus radicaux, un petit peu plus violents, un petit peu plus grands, parce que ça leur permet de bien faire la distinction entre l'avant et l'après. Quel pourcentage maximum il faut ouvrir aux Friends and Family en pré-seed et quel type d'action leur donner en échange de leur argent? Écoute, le type d'action, il n'y a pas de règle. Nous, je pense que quand quelqu'un investit du cash, c'est normal de lui donner des actions de préférence non-participating, qui veut dire que si demain tu vends la boîte, au minimum, ils vont toucher ce qu'ils ont mis comme argent. Et en fait, ils vont toucher le maximum de l'argent qu'ils ont mis ou du prorata qu'ils ont dans ta boîte. Et après, quel est le pourcentage? Écoute, pas plus de 10%, quoi, tu vois, je pense que c'est bien. Call center virtuel en 2 mots, positif, négatif, pas d'avis. Joker. Alors, l'hypocrisie, c'est la base même de la civilisation, nous dit quelqu'un d'anonyme. Écoute, ça se discute, on peut débattre pendant des heures là-dessus. Moi, j'aime pas ça, l'hypocrisie, quand même. Qu'est-ce que je pense d'Aircall? Aircall, c'est une boîte de notre portefeuille, donc on les salue et j'espère que tout se passe bien pour eux dans cette période intense. Voilà. J'ai écouté ton livre sur Cooper. Comment fonctionnent les partenariats avec Cooper? Écoute, il n'y a pas de partenariat avec Cooper. Cooper, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent un bouquin, ils en font un résumé et ensuite ils publient le résumé et l'auteur ne touche rien. Moi, ça ne me dérange pas parce que voilà, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de partenariat avec Cooper. En fait, c'est autorisé. Oh non, c'est pas autorisé. C'est pas accepté non plus. J'arrive pas à dire. On est tolérant sur le fait que un acteur comme Cooper peut faire un résumé d'un bouquin parce que il est établi que la personne qui consomme le résumé n'est pas la même personne qui consomme le bouquin. Par contre, demain, la question se pose, c'est si l'auteur d'un bouquin fait son résumé. Est-ce que si Cooper publie un autre résumé différent, est-ce qu'il peut être accusé de plagiat? Je ne sais pas. Bonne question, tiens. Écoutez, c'est un sujet complexe. Question piège, réponse Joker. J'aimerais beaucoup te demander une office hour. Est-ce possible dans ton agenda de Human Machine? Ne me demande quelqu'un d'anonyme. Écoute, ça dépend du type d'office hour que tu veux et ce que tu fais. Fais-moi un mail et on en discute. Alors, il n'y avait plus de son. On m'avait perdu. Bim, je suis revenu, vous m'avez réentendu, on est encore là, et donc je redescends pour revenir sur les questions. Il y a Mike B qui nous dit pour l'article de Andreessen, on n'a pas assez de recul, tout le monde a voulu réagir à chaud, il faut attendre ses prochains deals pour juger son poste.
Non mais ok, il faut attendre les prochains livres pour juger son poste. En attendant, le mec il te fait un pavé. Pour le moment où il nous dit on a échoué, il aurait pu un tout petit peu développer le sujet, quoi. Au lieu de nous sortir ça sur une demi-ligne et ensuite s'en sortir genre hey, c'est bon, c'est la fête, quoi. Non, il faut pas déconner quand même. Quand tu fais des conneries, il y a un bouquin que je vous conseille de lire qui s'appelle Extreme Ownership. Qui est sur les naviciles. Et Extreme Ownership, c'est vraiment quand tu fais une erreur, tu l'avoues pas à 90%, quoi. Tu te mets les deux pieds dedans et t'avoues vraiment, quoi. Et là, le poste de Marc Andreessen en termes d'Extreme Ownership, c'était faiblard, c'était naze. Donc il est gentil, Marc. C'est pas parce qu'il est brillantissime que je vais lui lécher les bottes, quoi. Merde. Alors. On recommence. C'est reparti. Que penses-tu du business model? Non, de 21 Buttons, je connais toujours pas. Donc, je sais pas. Les stats de Radio Château. Alors, sur Storm en live, c'est à peu près c'est un peu plus de 150 000 minutes écoutées. C'est pas loin de 30 000 écoutes en replay sur Storm. Et en dehors de Storm, c'est 15 000 écoutes en replay. Voilà, donc au total, ça fait 45 000 écoutes en replay, plus 150 000 écoutes en live depuis le début. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, c'est un peu en croissance. La difficulté avec Storm, c'est que s'il y a que moi qui parle, je vais vous gonfler. Du coup, il faut que je fasse venir des invités. Alors maintenant, j'en ai 2 par semaine, souvent le lundi, le vendredi. Et c'est des invités cool. Il faut que je continue à en faire venir. Si j'ai la gouache, je continuerai d'en faire venir et ce sera cool. Et puis si j'ai pas la gouache, j'arrêterai un peu comme avait fait à l'époque notre ami de chez Nouvelle École. Voilà. Est-ce que j'utilise des apps consumer pour trouver des vêtements? Alors non, moi j'avais chez Uniqlo, du coup j'achète des cols en V et t-shirts et pulls et jeans chez Uniqlo. Donc je n'utilise pas d'apps consumer pour trouver des vêtements. Justement, par rapport à ta phase d'apprentissage, me demande Joy, est-ce que mes débuts de lever m'ont aidé? Est-ce que j'ai vraiment appris sur le tas chez Kima? Non, alors Joy, c'est une bonne remarque, ça. C'est vrai que le métier de lever m'a aidé à y voir clair sur le métier du venture parce que j'avais un rôle d'observateur. J'accompagnais les entrepreneurs dans les rendez-vous avec les investisseurs. Donc j'ai vécu plus de 1000 rendez-vous avec des entrepreneurs et des investisseurs. Et ça te permet d'avoir une vue globale et d'observer. Et donc, si tu observes bien, tu peux trouver des patterns, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, voir ce qui te plaît, voir ce qui ne te plaît pas. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé dans la suite. Ensuite, il y a aussi le fait que moi, j'étais un outlier. Les gens ne voulaient pas m'embaucher dans le venture. Donc, je suis arrivé par la petite porte. Et donc, quand tu arrives par la petite porte et que tu es un outlier, en fait, la porte, tu la casses, quoi. Et donc, j'ai cassé la porte. Ça a fait un peu de bruit. Mais comme on a eu de la chance avec des deals comme Capitaine Train ou Zenly qui ont bien marché, ça m'a beaucoup bénéficié parce que ça a légitimé le fait que j'avais eu raison par 2 occasions, quoi. Donc maintenant, il faut que je continue d'avoir raison sur plus de deals qui fonctionnent mieux et pas juste quelques centaines de millions d'euros mais qui arrivent au milliard. Des boîtes qui vont devenir grosses en taille, qui vont devenir même grosses en bénéfices, qui vont faire du vrai chiffre. Et ça, écoute, on en a encore pour 5 ans, donc il faudra être patient, il faut être long terme. La grosse difficulté du moment pour moi, c'est que les boîtes sont en pleine phase de réaction, que j'ai l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue ou comme un poisson rouge dans son bocal. Et j'ai du mal à bien aligner la vision long terme et comment accompagner les boîtes sur leur vision long terme avec les actions court terme du moment. Il y a un espèce de mix entre imposture, impuissance et incapacité. Alors ça fait beaucoup de défauts ou d'aveux d'échecs, mais en même temps, le meilleur moyen de progresser, c'est de voir là où on n'est pas au niveau, quoi. Donc voilà, imposture, incompétence, incapacité, putain, ça fait beaucoup du coup. J'ai du taf. Alors, est-ce que Kima fait du seed alors, Kima, juste seed et target Serie A accompagnement? J'ai pas compris ta question, cher anonyme. Il faut que tu me remettes ça en clair, en français, plus loin, s'il te plaît. Est-ce que Kima finance des deals au-delà de 150 000 euros, nous demande Louis. Non,
mais par contre, on a fait quelques deals de série A, mais c'est pas avec Kima. 1 à 2 par an sur des tickets de quelques millions. Et là, c'est des boîtes dont on pense qu'elles peuvent transformer leur industrie et valoir peut-être un jour 10 milliards. Ce qui est important, c'est pas qu'elles valent 10 milliards. Hein. Ça veut dire qu'elles ont un énorme impact si elles valent 10 milliards, entre guillemets. Y a Martin qui me dit ça nous manque un peu les extraits des Inconnus et de Schwarzy. Écoute, t'as raison Martin, il faut que je fasse mes devoirs. Je vais nous préparer ça pour les prochains lives, ça va être cool. Je vais vous mettre du Last Action Hero parce que ça c'est cool. Je vais vous mettre du Total Recall parce que c'est cool. Je vais quand même vous mettre du Jean-Claude Van Damme parce que c'est cool. Des Inconnus, des nuls et puis un peu de Coluche. Je pense qu'on aura la globale là. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de BA qui aiment le hardware? Fred Potter, je pense qu'il aime un peu le hardware. Et est-ce que Henri Sédou, le mec de Parrot, il aime le hardware? Peut-être un peu, mais pas sûr. Et qui d'autre aime le hardware? Et puis après, il y a le Hardware Club, qui est un fonds qui fait que du hardware. Voilà. Alors, ton avis sur le futur des API? J'en ai pas. Faut demander à Alexis Robert chez nous. Chez Kima. Maintenant, je vais descendre les questions en speed parce qu'il va falloir qu'on wrap up parce que dans 10 minutes, j'ai un call. Alors, startup à succès dans les sextoys. Je sais pas. J'en ai pas vu, j'en ai pas fait. On nous contacte peu sur ce genre de projet. À ton avis, comment a fait Jordan Belfort? Donc Jordan Belfort, c'est le mec de The Wolf of Wall Street. Quand il a créé sa boîte pour avoir les coordonnées des millionnaires à qui il fourguait ses penny stocks en cold call, je ne sais pas et ça m'est égal. Où en est votre projet d'avion supersonique? Ça se développe pas mal, j'avoue, je suis assez impressionné, mais il y a du boulot. Jean, à quoi ressemblent tes mémos? Ah, je n'ai pas de mémos, donc ça ressemble à rien. Parlons FinTech, est-ce que tu penses que Pumpkin a bien fait de se vendre à Arkea? Oui. La prochaine grande vague, le prochain cycle de start-up porteuse selon toi? Écoutez, travel, santé et consumer au sens thérapie, coaching, accompagnement des gens au sens large. Voilà. Qui finance des marketplaces B2C? Un peu tous les investisseurs, Séverine. Écoute, tous les investisseurs qui font du venture financent des marketplaces B2C, mais les marketplaces au sens large, c'est difficile parce que, bon, d'abord à Kickstart, nous on cherche tous des boîtes qui font déjà quelques dizaines de milliers d'euros de volume d'affaires par mois. Et après, beaucoup de marketplaces arrivent à des plateaux et ont du mal à casser ces plateaux. Et donc, on n'a pas encore la recette pour ça. Et donc, là où les marketplaces étaient très sexy il y a peut-être 5-10 ans, ça l'est moins aujourd'hui. Mais je pense que ça va revenir à la mode. Je pense que c'était un peu overrated, que c'est maintenant un peu underrated et que ça va repartir dans les mois et les années qui viennent. Est-ce que l'Angel Gate dans la Silicon Valley est bien de l'histoire ancienne ou bien ces pratiques de connivence continuent, voire se sont étendues? Je ne sais pas de quoi tu parles, cher anonyme. Justement, en parlant des investisseurs spécialisés dans les marketplaces, notamment B2B, peux-tu nous donner des noms? Non, pour des noms, c'est en fait un peu tous les noms, donc un peu tous les VC. Hein. Que penses-tu de la levée de Versier Collective? Je n'ai pas d'avis. Salut Jean, comment qui m'a fait pour accompagner efficacement les boîtes de son portefeuille étant donné la taille de celui-ci, nous demande Geoffrey. Écoute, pour ça, il n'y a pas de secret, on n'est pas proactif, on est réactif. Si tu nous demandes un truc, qu'on est capable de le faire rapidement, efficacement, qualitativement, on le fait. Notre job, c'est de maximiser notre impact à la minute. Et après, on a Whyse, W-H-Y-S-E, qui permet aux entrepreneurs de se poser des questions entre eux au sein du portefeuille. On a tout un wiki en place avec plein de ressources que les gens peuvent lire, consulter et sur lesquelles ils peuvent revenir. Et puis on est en train de créer tout un système de channel par sujet, tu vois, genre recrutement, bureau, co, et où les gens peuvent s'accompagner. Notre objectif chez Kima, et c'est le plus difficile je pense, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un effet réseau puissant alors qu'on n'est que 3 dans l'équipe. Voilà. Que penses-tu de la levée de Versierco? Alors ça, j'ai répondu, j'ai pas d'avis. Ne penses-tu pas que tu devrais faire partie des Frenchies qui devraient exporter la France aux US? Écoute, c'est ce qu'on fait en finançant les bons Français qui vont aux US.
Si un premier VC passe sur un investissement, est-il possible de contacter un autre VC du même fonds? Surtout pas, surtout pas. Tu vas te faire engueuler. C'est le meilleur moyen de te fâcher avec eux pour toujours. L'avenir du VC au UK, le UK, c'est comme les États-Unis. Hein, même quand ça tombe, ça se relève. Je suis pas trop stressé pour eux. Est-ce qu'on finance des boîtes full remote? Oui. Est-ce que j'ai vu la présentation de Marc Simoncini pour Angel? Non. Quels sont les critères les plus importants pour les apps consumer? Il faut que ce soit aussi visionnaire qu'évident. Il faut que les usages soient très 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 larges pour que ça devienne énorme. Si ça n'a pas de place sur ton home screen, ça n'a pas de place tout court. C'est pas suicidaire de donner ton mail en mode public? Écoute, non. D'ailleurs, c'est jean@skimaventures.com et tous ceux qui cherchent l'email de n'importe qui peuvent le trouver n'importe où. Donc, écoute, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est quoi le meilleur moyen d'entrer en contact avec des VC quand on a peu de réseau? C'est de se mettre en contact avec des entrepreneurs qui connaissent des VC. Tu nous parles souvent du fait qu'au-delà d'un certain seuil, pour une brique d'argent, tu arrêtes de gagner une brique de bonheur. Peux-tu nous parler de ton expérience par rapport à ça et de ton seuil, si ce n'est pas trop perso? Alors ça, c'est un sujet intéressant, cher Anonyme, mais qui ne se traite pas en quelques minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je l'ai noté, je le mets dans une note et j'y répondrai pendant le prochain live. Quels sont mes grands regrets? J'en ai pas. Mes plus grandes réussites aujourd'hui, c'est Capitaine Train et Zenly et j'espère beaucoup à venir avec les boîtes qu'on a financées. Tabou en France, mais le peuple aimerait connaître ton avis sur le marché du cannabis. Je m'en fous du cannabis. Selon toi, y a-t-il encore de la place pour des plateformes de réservation en ligne en France? Ça dépend ce que tu veux réserver. Est-ce que j'ai des tips pour trouver des business angels? Bouge-toi le cul. Ça ressemble à quoi le lancement d'une app aujourd'hui? Ça dépend des apps. Ce qu'il faut, c'est se bouger, aller dehors et trouver des gens. De manière concentrée dans des géographies ou des points chauds et s'assurer que ça prenne à l'intérieur de ces points chauds. Si ça ne prend pas, c'est que ça n'a pas d'avenir. Donc tout est là. Vraiment, les apps consumer, il faut que ça marche sur des points concentrés. Que penses-tu des PWA? Je ne sais pas ce que c'est. Justement, par rapport à ta phrase d'apprentissage, alors ça, Joy, j'ai déjà répondu, c'est un piège. Tu parlais de messaging, des exemples sur les meilleures boîtes innovation du domaine qui t'inspirent. Non, j'en ai pas. C'est pour ça que ça m'énerve, à part Geneva, mais qui n'est pas une inspiration ou une innovation, c'est une adaptation de Discord et de Slack de manière très rationnelle et pratique au grand public. De bons livres que je recommande à lire pendant le week-end de confinement, Bad Blood, l'histoire de Elizabeth Holmes de Theranos. Tu vas lever pour accélérer ton podcast avec des stats pareils, tu parles. Idée d'invité, Harry Stabing, ce serait ouf d'avoir Harry dans le rôle d'invité et ce serait marrant ça, je vais y penser. Et des invités nous demande Clarissonic. Tu as raison, des invités moi je suis bien d'accord, les prochains invités seront des femmes du coup, bim. Et voilà, Kim Adventure, plus la qualité que la quantité. Non, on essaie de faire un peu des deux, mais bon, parfois tu essaies de faire de la qualité, tu n'y arrives pas, alors que dans la quantité tu as toujours un peu de qualité. Quand une boîte team dans une certaine catégorie te plaît, est-ce que tu essaies de parler à beaucoup d'autres entrepreneurs concurrents? Non, pas du tout. Si je pense que les personnes que j'ai en face sont hyper sérieuses, j'y vais. De toute manière, si tu commences à te poser trop de questions, en fait, tu as plein de raisons d'avoir tort, quoi. Faut faire très attention à ça. C'est hyper dangereux se poser trop de questions en venture. C'est un peu le piège. C'est qu'à la fois, tu fais des décisions qui doivent être informées et en même temps, plus tu t'informes et moins tu fais de deals, quoi. Est-ce que Xavier il kiffe les apps consumer? Ouais, Xavier il kiffe grave les apps consumer. C'est grâce à lui qu'on a fait des deals comme Zenly. Hein. S'il les kiffait pas, on n'aurait pas fait. Est-ce que je connais Didier Rapaport? Non. Est-ce qu'on peut inviter Fabrice Grinda? Pourquoi pas. Damien, selon toi, est-ce qu'il y a encore de la place pour une plateforme de réservation en France? Ça dépend ce que tu veux réserver. Les investisseurs ne vont pas être frileux avec les startups de l'hôtel tech. Écoute, quand ça va repartir, non. Au contraire, il y aura probablement de super trucs à créer. C'est quoi le ticket moyen d'un business angel en France? Je dirais entre 20 et 50 000 euros. Une startup permettant d'inviter des inconnus à dîner en partageant les frais. Qu'en penses-tu? Écoute, tant que ça tombe pas à la prostitution, c'est bon ton truc. Est-ce que je gère aussi la holding NGJ? Non, ça c'est le job d'un garçon qui s'appelle Anthony.
combien de mails je reçois par jour? 300 à peu près. Je pense quoi de Loïc Lemeur? Écoute, j'ai pas d'avis, je le connais pas. Il m'a l'air un peu allumé quand même. Il est nul, Harry Stebbings, et son accent est dégueulasse. Écoute, oui, son accent est dégueulasse, ça c'est sûr. Il plaît pas à tout le monde, mais il est pas nul, Harry Stebbings. Il a fait plus que n'importe qui d'entre nous dans ce chat depuis longtemps. Et ce garçon n'a que 22 ou 23 ans, c'est assez brillant ce qu'il a fait quand même. Tu utiliserais et conseillerais quelle application pour organiser un séjour ou ton voyage Weekender, les amis? WEEKENDR.com. Fonds de VC créé et géré par des étudiants en France en partenariat avec Kima Ventures. Dossier pour en discuter, pourquoi pas. Des fonds à conseiller pour une startup API First, tous les fonds. C'est quoi l'URL de Geneva? C'est genevachat.com. Joy nous dit oui, merci Clarissonic. Oui, bah écoutez, Joy, Clarissonic, faites-moi un email, donnez-moi des noms et on se chauffera pour inviter des invités, au prochain live. Alexia nous dit c'est archaïque l'hôtellerie, Impala fusée. Je suis d'accord, Impala fusée. Que penses-tu de l'avenir du coworking à Paris? Ça m'est égal, c'est pas mon métier. Et à partir de quand tu t'es décidé à être franc? Oh, ça va être la dernière question. À partir de quand j'ai décidé d'être franc? Je crois que j'ai toujours été assez franc en fait, assez direct. Voilà. Et ça s'est peut-être vu un peu plus chez The Family parce qu'on faisait les vidéos. Et voilà. Mais c'est une bonne question ça. Après, le piège quand on parle de franchise, c'est que les gens ont l'impression qu'on est arrogant. Alors qu'en fait, on est juste un peu direct et honnête, quoi. Donc, c'est c'est pas facile. Et c'est pas facile comme question. C'est à partir de quand j'ai décidé d'être franc, ça? Bah, je sais pas, tu sais quoi? Je sais pas. Est-ce que j'ai des conseils par email? Est-ce que tu me donnes des conseils par email sans pitch deck? Si tes réponses sont claires, si tes questions sont claires, mes réponses seront rapides. Essaye, on verra. Il était nul le live hier. Non, il était bien le live hier, arrête. As-tu déjà fait des investissements que tu as regrettés 5 minutes après avoir signé? Non. Mais 5 mois après, oui. Voilà. Bon, les amis, 18h02. 18h02, je pense que je vais me faire engueuler par notre ami Jean-Baptiste Ironde chez MWM. Un entrepreneur d'exception, passionné, travailleur, qui fait le job. J'étais content d'être avec vous. Ça a duré un moment aujourd'hui, c'était sympa. J'étais de mauvaise humeur. J'avais envie de râler. Qu'est-ce que j'ai râlé aujourd'hui? Demain, on va essayer de se faire un truc un peu plus cool, bonne vibes, ambiance caliente, parce qu'il paraît que le soleil va revenir. Et le soleil, vous savez quoi? Il est toujours derrière les nuages. Et c'est vrai aussi pour les startups. Lâchez rien, on se voit demain.